Édition spéciale. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. En reniant sa parole, en refusant la voie diplomatique, en choisissant la guerre, le président Poutine n'a pas seulement attaqué l'Ukraine. Il a décidé de bafouer la souveraineté de l'Ukraine. Il a décidé de porter l'atteinte la plus grave à la paix, à la stabilité dans notre Europe depuis des décennies. Les vraies voix Sud Radio. Et oui, c'est la première guerre entre deux États européens sur le territoire européen depuis 1945, si on accepte la guerre gréco-turque à Chypre en 1974. L'Europe, puissance économique, géant économique, mais nain politique, mais nain militaire également. Accrochez-vous bien, le chef d'état-major de l'armée de terre allemande, la Bundeswehr, Alfons Meis, a tweeté pas plus tard qu'aujourd'hui « Je n'aurais jamais cru devoir vivre une autre guerre et la Bundeswehr, l'armée de terre que je dirige, est plus ou moins à sec. Les options que nous pouvons proposer aux politiques pour soutenir l'Alliance sont extrêmement limitées. Inutile de dire que si l'Allemagne est la première puissance économique en Europe, la France est la première puissance militaire, puisque le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne et la seule puissance nucléaire d'Europe continentale avec la Russie, mais que la France, avec ses un peu plus de 200 000 militaires, dont la gendarmerie, ne peut pas faire de miracle. Quant aux Anglais, même s'ils ne sont plus dans l'UE, ils ont quand même un bras de mer qui les protège en tout état de cause, qui les a au moins protégés depuis 1066 et l'invasion de Guillaume le Conquérant. D'où notre premier débat. Crise ukrainienne, les Européens sont-ils désarmés? On devait avoir Vladimir Fedorovski avec nous, on essaie de le joindre. Je vais faire réagir les vraies voix. Les propos du chef d'état-major de la Bundeswehr, le chef d'état-major de l'armée de terre allemande, qui dit que les options que nous pouvons proposer aux politiques pour soutenir l'Alliance sont extrêmement limitées. Est-ce que ça ne prouve pas les limites quand même de l'Europe, qui s'est vue comme un grand centre de libre-échange, un grand supermarché, mais absolument pas comme une puissance? Oui, bien sûr. Non, mais vous savez même que l'Europe, l'un des premiers projets européens, c'était la Communauté européenne de défense, justement la CED, qui avait été un échec en 54. Voilà, tout à fait. Avant le traité de Rome de 57 et la création de la Communauté européenne à proprement parler. Ce que je rappelle aux auditeurs que l'Union européenne en tant que telle est créée par Maastricht en 92. Et donc, effectivement, ce contexte-là montre que c'est toujours des sujets qui sont compliqués parce que comme c'est les compétences régaliennes des États, tout ce qui va être justice, police et défense, effectivement, historiquement, il y a des collaborations et des coopérations entre les États de l'Union, mais effectivement, il n'y a pas en tant que tel de politique commune. Premier problème. Et deuxième problème, ça vous a pas échappé, évidemment, que l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN, et donc, effectivement, en tant que tel, il ne peut pas avoir non plus ce biais pour pouvoir faire intervenir ou en tout cas jouer cette arme-là. Et donc d'ailleurs, c'est même sans doute vers éventuellement cette solution qu'on pourrait peut-être se diriger à terme. En tout cas, il aurait peut-être fallu le faire avant, c'est-à-dire intégrer l'Ukraine dans l'OTAN à défaut de pouvoir l'intégrer dans l'Union européenne. Ça aurait pu donner justement un souffle et une légitimité à une intervention éventuelle. Lydia Guirousse. C'est justement le cœur du problème. C'est l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN, alors que dans c'est ce qui est accords, en grande partie coupable de la crise. Oui, parce que la Russie a toujours refusé. Il y a eu, alors pas des accords écrits, mais il y a eu des engagements qui indiquaient que l'Ukraine ne serait jamais intégrée à l'OTAN, et la Russie s'est toujours opposée à ça, et c'est ce qui a fait monter la tension en fait. Donc l'intégrer aujourd'hui, c'est aller vers une escalade. Non, mais à terme, j'entends. À terme, on se dirigera peut-être vers cela pour sécuriser la région. Ça risque, je pense qu'à terme, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Est-ce que mettre de l'huile sur le feu, ça va sécuriser quelque chose? Exactement. Pas aujourd'hui, encore une fois. Peut-être qu'il faut que ça devienne une zone neutre, une zone démilitarisée. Mais l'intégration à l'OTAN, c'est provoquer la Russie et dire finalement, nous avançons une zone qui est presque sous influence américaine, quasiment dans l'esprit des Russes. Sous l'OTAN, c'est sous influence américaine. C'est les États-Unis qui décident. Dans l'OTAN, c'est pas la France ou le Royaume-Uni. C'est une énorme et encore moins l'Espagne ou le Portugal. C'est une énorme provocation, donc ça risque d'énerver davantage. Je pense qu'il faut aller vers plutôt un espace neutre. Le problème, il ne pourra pas y avoir d'espace neutre, à mon avis, parce que justement, là, il y a tellement un enjeu géopolitique international massif et derrière des enjeux économiques qui sont tout aussi massifs que ça sera d'un côté, effectivement, une russification de la zone ou alors une américanisation avec tous les guillemets que ça suppose.
Joseph Touvenel. Alors, je crois tout à l'heure qu'il y a une petite erreur. Il me semble que l'Europe, ça doit commencer à se construire avec un accord sur le charbon et l'acier. Oui, la Oui, CK c'est vrai. en 51. 1951, c'est ça. Mais la pour vraie la communauté européenne, c'est C'était traité pour de la Rome. reconstruction, c'est le cœur au départ de la reconstruction après-guerre. CK de l'Europe. aussi. Après, je note que le patron de l'armée allemande est un excellent négociateur. C'est-à-dire qu'à un moment donné où il y a une crise qui tombe, il commence à dire ben voilà, j'ai pas les moyens, donc donnez-moi de l'argent et il faut que vous renforciez l'armée allemande. Et sans doute dans son rôle. Sur cette crise, d'abord elle date pas d'hier. On a eu quand même un accord à un moment donné entre la Russie, ce qu'allait devenir la Russie, l'ex-Union soviétique et l'Amérique. Et les Américains ne respectent pas leur accord. Ça, c'est une faute. Et ils disent d'ailleurs, ça a été un accord de président à président à l'époque, ils disent oui, mais on n'a rien signé. Et voilà. Et ça, ça n'aide pas Poutine à réfréner ses ardeurs. Quelles sont ses ardeurs ? Il veut protéger ses frontières, il veut sans doute aussi les agrandir parce qu'il veut rester dans l'histoire, donc il veut rester dans l'histoire comme celui qui a redressé la Russie, qui en fait une sorte d'empire, qui a des marches et il veut contrôler ces marches. Je ne dis pas que c'est bien, mais on peut le comprendre. À un moment donné, l'OTAN, ce sont les Américains. Et je ne suis pas sûr que ça ne soit pas pris comme une provocation par les Russes. C'est d'ailleurs ce qu'ils nous disent. Ça réagit au 0826 300 300, direction Montpellier. Bonsoir Laurent. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? L'Europe, elle est, d'après Twitter, là, c'est un score très largement en faveur qui dit que les Européens sont désarmés, puisque vous êtes 90,5% à dire oui. Pour vous, Laurent, on est désarmés, les Européens ? Alors oui, moi je pense que, bon, premièrement, j'entends parler, pour faire une petite parenthèse, des enseignants à sciences politiques et tout, qui disent que nous sommes en guerre. Bon, déjà, ces gens-là n'ont pas à dire ça, nous ne sommes pas du tout en guerre. Il y a la guerre en Europe, c'est exact, en Europe géographique. Hein. Oui. Bon, ça c'est la première des choses. J'ai une pensée quand même pour les Ukrainiens, là, qui subissent un peu beaucoup de stress, pour ceux qui partent en voiture, dans les bouchons, où est-ce qu'ils vont dormir ce soir, qu'est-ce qu'ils vont manger. Bon, peut-être qu'ils auraient dû rester chez eux, mais la peur fait faire des choses irrationnelles, ça c'est sûr, hein, parce que on voit que Poutine ne canarde pas les immeubles de civils, ça c'est un fait. Il y aura peut-être des tirs malencontreux, c'est possible avec des morts, je le regrette énormément, mais il n'attaque pas, il ne rase pas Kiev, quoi. C'est pas les bombardements de camps par l'armée américaine à l'époque pour chasser les nazis. Hein. On n'est pas du tout. Non, mais tout à fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est dommage que ces gens, par la panique, s'en aillent, bouchent tout, alors empêchent l'armée ukrainienne de manœuvrer, empêchent les secours de se propager, de venir auprès des blessés, puisqu'ils bougent tout. Mais ça, c'est la peur panique. Bon, ça, c'était la première chose, mais j'ai une forte pensée pour les Ukrainiens, tout simplement. Ça, c'est premièrement. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que Poutine, depuis 1999, nous dit qu'il veut refaire la Grande Russie, avec les pays slaves, c'est-à-dire la Russie blanche, la Biélorussie et Ukraine. D'ailleurs, dans le mot Ukraine, Ukraina, en russe, vous avez Kraï qui veut dire le bord, la frontière. Donc c'est déjà la racine et aussi le cercle de ce pays. Et aussi, voilà. Donc, bon, tout ça, on ne peut... Moi, je ne suis pas russe. Je suis contre cette invasion, cette guerre en Ukraine. Mais Macron est très martial. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant ? Pas grand-chose. Je pense qu'il faudrait laisser, c'est mon avis ça, il faudrait laisser Poutine aller au plus vite jusqu'au bout de son idée, c'est-à-dire renverser le pouvoir ukrainien. Poutine n'est pas éternel et moi non plus. Tout ça peut être réglé ultérieurement. Ce n'est pas la peine d'aller se battre et de s'entretuer parce qu'il ne lâchera pas. On le connaît maintenant. Hein. Alors, Laurent, on va faire réagir les vraies voix. Ce qui est certain, c'est que l'Ukraine, le problème, évidemment, c'est pas dans l'Union européenne, c'est pas dans l'OTAN, donc en tant que tel, ça nous concerne pas directement, mais très indirectement, quand même si, évidemment, du fait notamment de la proximité, c'est à 2000 km, finalement, c'est comme Lisbonne de Paris, donc on est vraiment dans une situation où on est forcément contraint de s'y intéresser de très près, surtout que les menaces quand même de Poutine ont été mises à exécution et je pense ont quand même surpris beaucoup de monde. Personne, en tout cas assez peu de gens, imaginaient cette escalade, en tout cas pas dans cette proportion-là. Je crois qu'aujourd'hui la réponse de l'Union européenne, pour l'instant, elle est graduée, en effet, elle est ferme, mais elle est graduée puisqu'il s'agit d'intensifier très fortement les restrictions économiques. Ça me semble être une bonne première position. Néanmoins, face à la menace qui est extrêmement agressive, qui n'est pas encore totale, mais qui est très agressive, il est certain qu'il faut être quand même sur ses gardes.
Mais évidemment qu'il faut être sur ses gardes parce que après l'Ukraine, ça sera une autre frontière et donc d'autres pays que potentiellement Vladimir Poutine pourrait cibler en réécrivant l'histoire, puisqu'on voit qu'il utilise l'histoire pour justifier une expansion et créer à nouveau cette ère soviétique. Il y a une nostalgie chez les Russes, en tout cas chez lui. Et il faut moi je trouve qu'on est plutôt démunis parce que je pense que une réponse militaire semble peu envisageable. Les opinions publiques ne l'accepteront pas. Et puis, les Allemands l'armée française, 200 000 hommes. Et puis les Allemands sont très gentils, mais en gros ils disent qu'il faut des sanctions, mais nous ils n'ont pas d'armée, donc ils n'enverront pas d'hommes. Ils sont ceux qui vont avoir le plus d'impact sur le prix du gaz puisqu'ils se sont rendus dépendants de la Russie. Ils sont le gaz allemand dépend à 49% du gaz russe. Ça, c'est toute la politique des écologistes allemands qui refusent le nucléaire. Et on peut être content quand même d'avoir le nucléaire en France. Donc, en dehors puis évidemment, les impacts sur le prix du blé, d'autres zones géographiques qui peuvent être déstabilisées, notamment en Asie, si les exportations du blé sont réduites et que le coût augmente, ça peut créer des pénuries. Et les pénuries crée la faim et la faim peut créer une déstabilisation politique. Là, il y a déjà des sanctions qui sont faites notamment par la Grande-Bretagne, qui interdit, par exemple, Abramovich de rejoindre... Le propriétaire de Chelsea. Exactement, de pouvoir se rendre en Grande-Bretagne. Donc les oligarques vont commencer à être touchés par des sanctions. Mais est-ce que ça, c'est de nature à faire bouger Vladimir Poutine ? Je ne sais pas, parce que ceux qui l'ont rencontré disent que Vladimir Poutine a beaucoup changé. Ce n'est plus la même personne, qui semble être devenu très paranoïaque, très instable. Et les diplomates disent qu'on n'arrive pas à discuter et avancer avec quelqu'un qui ment sans arrêt. Joseph Touvenel. Quivis pacem parabellum, c'est ce si que tu veux la paix, prépare la guerre. Voilà, c'est ce que nous disaient les Romains, et ça on ne sait pas le faire. On ne sait pas le faire. Alors la question, savoir si l'Europe est désarmée, l'Europe et la France est désarmée. Parce que nous sommes mal préparés. Ça a été évoqué, on est mal préparés parce qu'on n'a pas de vision. La première préparation, c'est de ne pas être sous les fourches codines de quelqu'un qui peut être un adversaire. C'est-à-dire que, ça vient d'être dit, notre autonomie énergétique, elle n'a fait que baisser ces dernières décennies. Et donc, si on n'a plus d'énergie, tout s'arrête. Du coup, les Russes jouent une carte. Là. La deuxième chose, c'est qu'il y a l'armement militaire, évidemment, mais il y a aussi l'état d'esprit. Sommes-nous prêts, s'il le faut, à nous battre ? Eh bien, je ne crois pas. On a des esprits totalement désarmés. On l'a vu avec la pandémie. La pandémie, qui est une pandémie qui n'est pas extraordinaire en termes de mortalité, on a fait faire tout et n'importe quoi au bon peuple français en disant « Attention, vous allez mourir ». Si je n'agis que sous la peur de la mort, si je n'ai pas englobé que la vie, c'est aussi la mort, qu'à un moment donné, il peut y avoir un sacrifice, alors j'ai tout perdu, alors je suis un peuple qui disparaît. Ouais. Ça réagit beaucoup au 0826 300 300. Bonsoir Safia. Bonsoir Philippe David et bonsoir à tout le monde. Est-ce que vous pensez que les Européens sont désarmés comme désormais ça a un peu bougé 90,3 et non plus 0,5% des votants sur Twitter ? Je vais me placer je vais me mettre dans la tête de Poutine, notre ami Vladimir. Dans la mesure où est-ce qu'on est dans un centre où la Terre est un jeu un enjeu stratégique et une surface de guerre. Donc le phénomène, c'est un gars du KGB, et dans sa vision, pour moi, il a une vision où est-ce que la pieuvre et la puissance de frappe, le centre de gravité est complètement ailleurs. Effectivement, énergétiquement parlant, il a le levier. Les leviers de commande, les Chinois eux-mêmes. Et donc, dans cette mesure, ce qui se passe pour Joe Biden, et nous-mêmes en Europe, on est complètement discrédités. C'est samedi que j'avais parié un côté que les opérations de guerre allaient se déclencher. À 4 heures du mat', j'étais debout et j'étais effectivement dans la confirmation de ce qui se passait. Et donc, pour vous, on est vraiment désarmé. On veut faire réagir les vraies voix. Tom Conan, qu'est-ce que vous voulez répondre à Safia ? Alors, sur ce point-là, ce que je veux dire, en fait, je veux rebondir sur cet élément-là et rappeler, en fait, que, vous savez, l'Union européenne, on disait beaucoup, même encore maintenant, que l'un de ses grands atouts, même avec des sous-performances économiques éventuelles, c'était quand même d'avoir instauré une zone de paix. Vous savez, c'est l'argument premier. Oui. L'Union européenne, elle est pertinente malgré des crises récurrentes, parce que c'est une zone de paix relativement efficace de ce point de vue-là.
Et souvent, effectivement, cet argument était un peu battu en brèche. Je me disais, oui, mais finalement, est-ce que c'est vraiment aujourd'hui un risque réel ? Est-ce que c'est pas finalement la dernière cartouche qu'on met pour défendre le modèle européen ? En fait, non, puisque là, on voit bien que finalement, on parle d'une hypothèse qui est théorique, hein, mais si l'Ukraine avait été dans l'Union européenne, évidemment, c'est un vœu pieux, mais cette situation n'aurait pas pu apparaître, puisque ça veut dire que sinon que la Russie aurait fait la guerre à l'ensemble de l'Union européenne, ce qui semble évidemment pas envisageable. Oui. Donc en réalité, on imagine mal les troupes russes à Lisbonne. Je rappellerai simplement qu'il y a un pays de l'Union européenne qui est occupé depuis pas mal d'années, ça s'appelle Chypre, et on ne réagit pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le territoire de l'Union européenne, il y a un pays qui est coupé en deux et qui est occupé par une armée étrangère. Depuis 1974, depuis quasi 50 ans. Mais encore une fois, voilà, on voit que quand même donc c'est ce soft power, c'est soft law, donc l'ensemble des accords, des déclarations, etc., qui peuvent paraître comme ça un peu inutiles d'une certaine façon. En réalité, derrière, ça a quand même créé une solidarité réelle entre les nations. Et aujourd'hui, d'ailleurs, l'Union européenne, on va voir si elle est à la hauteur de ses promesses. Lydia Guirous, pour répondre à Safia. Écoutez, l'Union européenne, ça fait des années qu'on parle notamment d'une défense européenne. Oui. Bon, je pense qu'on va en parler encore pendant des années. Oui, ça s'appelle l'OTAN. Ouais, pas vraiment. Mais mais c'est ce que je pense 90% des Européens, soit dit en passant, des pays européens, des dirigeants. À défaut. Ouais. Mais de toute façon, on n'aura pas. Il y a un sondage qui est sorti, 70% des Français sont contre une réponse militaire, sont contre une entrée en guerre. Les sanctions économiques, vous avez eu un communiqué de presse qui est tombé du ministre des Affaires étrangères russe qui indique que la Russie est prête à répondre aussi par des restrictions et par une réplique sur le plan économique. Donc demain, si on a le prix de l'énergie qui bondit de 30 ou 40%, le prix du blé qui bondit de 30 ou 40%. Je veux dire que le baril de Brent a passé les $100 ce matin, le prix à la pompe était, les 2 euros vont être passés pour tous les carburants sous peu, à mon avis. Si les Français achètent un paquet de pâtes à 3 euros, je pense que ça va pas durer très longtemps. C'est pas tenable, ce qui est intéressant, c'est justement la dichotomie qu'il y a entre d'un côté la relativement faible place de la Russie en termes de PIB dans l'absolu, parce que la France a un poids économique en termes de PIB bien supérieur. La Russie, c'est à peu près l'Espagne en termes de PIB. Donc c'est pas du tout un acteur très majeur de ce point de vue-là, mais effectivement, comme il y a des enjeux stratégiques sur les hydrocarbures et le blé, forcément les impacts sont importants. Est-ce que quelque part, la Russie, en Europe, c'est pas tout le contraire de l'Allemagne, géant économique, nain politique et militaire, la Russie, à part sur les matières premières, nain économique, géant politique et militaire, Joseph Souvenel. Surtout que la Russie revient au centre du jeu. N'oublions pas que les Américains se fâchent avec les Russes alors qu'ils auraient pu un peu se réconcilier quand même, et que la Russie, elle, est en train de bâtir des accords avec la Chine et avec l'Iran. D'où la facétie chinoise sans doute d'envoyer ses avions de chasse dans l'espace aérien taïwanais. Oui, en disant les Américains ne vont pas pouvoir gérer 2 problèmes à la fois et on teste. Tout ça, ce sont des tests. À nous, quand on parle de l'Europe, il y a tellement de différences. Quelle stratégie que voulons-nous défendre? Quelle société voulons-nous défendre? Tout ça n'est pas défini. Tout ça, nos politiques voient à court terme, ne voient pas à long terme, alors que du côté des Russes et des Chinois, ils travaillent sur le long terme. Notre faiblesse est peut-être là. Merci beaucoup à Safia de la Courneuve et Laurent de Montpellier. Verdict sur Twitter. Ukraine, Russie, les Européens sont-ils désarmés? Vous dites oui à 90,6%. Vous voulez qu'on détende l'atmosphère un peu, les vraies voix? Ça va être la chronique présidentielle de Philippe Rossi.